Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. GM investit 4 milliards de dollars dans 3 usines d'assemblage automobile. Le programme éco-camionnage est relancé et même bonifié. 11 États américains poursuivent l'administration Trump. Certains constructeurs automobiles traditionnels pourraient vivre très bientôt leur moment Kodak. Lancement d'une série de 10 capsules à saveur historique à Silence on roule, les capsules Retour dans le rétro vous tracent une rétrospective de toute l'histoire de la voiture électrique. Chronique, il n'y a pas juste des voitures, on parle des traversiers électriques. Laurent dans Supercharge nous parle de la régulation thermique dans les voitures électriques. Et en grande entrevue, c'est la joute numéro 2 de notre quiz, l'Electro Mobility Quiz. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour, bienvenue à ce 201e épisode de Silence on roule. L'épisode régulier précédent était la 200e qui avait été captée devant le public à la Brew Shop à Sainte-Julie. Un super beau succès. Merci à la 60aine de personnes qui étaient là. Merci également à tous ceux qui ont écouté l'épisode, la diffusion de l'épisode après. J'ai eu beaucoup d'excellents commentaires sur cet épisode-là qui était riche en anecdotes, en histoires, en statistiques. Et puis, il y avait un petit quiz bien sympathique à la fin. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 200, super facile à trouver sur toutes nos plateformes au silenceonroule.com. Et puis, on commence une nouvelle ère, l'ère des 200e épisodes, 201e aujourd'hui. Et puis, il nous reste cet épisode-ci comme épisode régulier, puis le prochain dans 2 semaines. Et puis après ça, on va faire une petite pause pour l'été. On fait toujours une petite pause, là, on saute quelques semaines. Donc, on va vous revenir frais et dispo, rafraîchis, reposés pour une autre belle suite, là, la fin de la saison 9 de Silence on roule. De toute façon, on va vous donner tous les détails à savoir à quel moment, quelle date bien précise les épisodes vont revenir. Aujourd'hui, un épisode super trippant parce qu'on a le 2e épisode du quiz, la 2e joute, je devrais dire, de l'Electro Mobility Quiz. On a des participants qui jouent à un jeu questionnaire de type génie en herbe, se méritent des prix, puis c'est des questions qui ont rapport aux voitures électriques. Vous allez voir, c'est super intéressant, super motivant. Un autre truc vraiment le fun dans cet épisode-ci, c'est que nous assisterons aujourd'hui à la première de la nouvelle série de chroniques. Là, c'est une série de 10 chroniques historiques sur l'histoire de la voiture électrique et de son écosystème. Ça s'appelle Retour dans le rétro. Et l'épisode 1 est diffusé aujourd'hui, donc ne manquez pas ça. Je pense que ça risque de bien vous plaire là, de se refaire ensemble un peu l'histoire de la genèse de la voiture électrique, comment ça a commencé. Pas juste la voiture en tant que moyen de transport, mais également tout l'écosystème et tout ce qui vient autour des véhicules électriques. Là. Donc, se remémorer ça, même si c'est une jeune histoire dans certains cas, c'est pas grave, c'est toujours bon de savoir l'origine des choses. Alors, aujourd'hui, belle chronique également de notre ami Laurent Gigon, une autre belle chronique de notre ami Philippe Corbeil. Donc, beaucoup de contenu pour vous. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées
est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. General Motors a annoncé un investissement massif de près de 4 milliards de dollars américains dans 3 de ses usines d'assemblage aux États-Unis, un geste stratégique destiné à consolider la production locale de véhicules thermiques, mais également électriques, dans un contexte politique et économique de plus en plus incertain. Les usines sont situées à Orion, au Michigan, en Fairfax, au Kansas et à Spring Hill, au Tennessee. Et elles bénéficieront de ces investissements au cours des 2 prochaines années, même si la répartition exacte des fonds n'a pas été précisée. Ces réaménagements industriels visent à répondre à une double pression, celle de la transition énergétique et celle des tensions commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires, notamment la Chine et le Mexique. Nous sommes convaincus que l'avenir des transports passera par l'innovation et l'expertise manufacturière américaine, a déclaré Mary Barra, PDG de GM. L'annonce qui a été faite il y a quelques semaines démontre l'engagement continu de l'entreprise à construire des véhicules aux États-Unis et à soutenir les emplois américains. C'était une annonce très attendue. Le programme Éco-camionnage est officiellement relancé. La confirmation est survenue il y a 1 semaine et demie lors de la présentation du plan de mise en œuvre 2025-2030 du plan pour une économie verte 2025. Ce programme bénéficie désormais d'un budget bonifié de 415 millions de dollars répartis sur une période de 5 ans. Cela représente une augmentation de 85 millions de dollars par rapport à l'ancienne mouture du programme qui avait dû être temporairement interrompu, je vous le rappelle, en septembre dernier en raison de son immense popularité, l'ensemble des fonds prévus ayant déjà été distribués. Le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Benoît Charette, a dévoilé le plan de mise en œuvre 2025-2030 du plan pour une économie verte. Ce plan prévoit des investissements totalisant 3,9 milliards de dollars sur 5 ans pour transformer le secteur du transport. Parmi les mesures phares, il y a 433 millions de dollars qui vont être dédiés au volet recharge du programme Rouler vert. 5,9 millions de dollars appuieront le déploiement de l'infrastructure de recharge. 53,5 millions de dollars serviront à l'installation de bornes sur les routes et dans les zones hors réseau. Et finalement, 308 millions de dollars soutiendront le secteur privé dans l'implantation de bornes de recharge rapide accessibles au public. Un regroupement de 11 États américains sous la direction de la Californie a intenté une action en justice contre l'administration du président Donald Trump. L'objectif, faire annuler la décision de revenir sur les normes prévues pour 2035 en matière de véhicules électriques et de camions à faible émission. Ces normes, si elles avaient été maintenues, auraient permis à la Californie, le plus grand marché automobile des États-Unis, à viser un objectif ambitieux, faire en sorte que 80% des véhicules neufs vendus d'ici 2035 soient électriques ou hybrides rechargeables. Le président Trump a revendiqué une victoire politique en déclarant « Nous avons officiellement sauvé l'industrie automobile américaine de la ruine en mettant fin au mandat californien sur les véhicules électriques ». De son côté, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a vivement critiqué ces décisions, affirmant que Trump ne s'en prend pas seulement à l'environnement, mais aussi à la compétitivité de l'industrie américaine, une bataille judiciaire sur des dérogations environnementales. Le moment Kodak approche pour certains constructeurs automobiles traditionnels. Parlez-en à Jim Farley de Ford. Certains constructeurs automobiles traditionnels américains et japonais font tout ce qu'il est en leur pouvoir afin de ralentir la transition vers les voitures électriques, retardant leurs nouveaux projets de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada et faisant pression sur le gouvernement à coups de désinformation et de manipulation. Pendant ce temps, les constructeurs automobiles chinois et même coréens arrivent sur le marché avec des technologies très impressionnantes. Il est -1 pour plusieurs constructeurs et ils le savent. Ce n'est pas pour rien qu'ils tentent de faire de l'Amérique du Nord une forteresse de vieilles technologies qui ne sont pas compétitives à l'international. Par exemple, on voit le retour des V8 HEM chez Stellantis.
Le coût de la qualité et de leurs véhicules, on parle des véhicules chinois ici, sont bien supérieurs à ce que je vois en Occident, a poursuivi M. Farley de Ford. Nous sommes en concurrence mondiale avec la Chine et cela ne concerne pas seulement les véhicules électriques. Si nous perdons cette bataille, Ford n'aura plus d'avenir, a déclaré Jim Farley. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Il n'y a pas juste des voitures » est une présentation du complexe EV, le plus grand centre de la mobilité électrique au Canada. Loisirs électriques, bornes de recharge, quadriporteurs, camions, retrouvez tout sous le même toit. Visitez complexev.com ou le 579-893-1155. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour, aujourd'hui je vous parle de traversiers électriques. On commence à voir apparaître des traversiers électriques un peu partout dans le monde. La Norvège a commencé à exploiter la première route avec un traversier 100% électrique en 2015 avec le MV Ampère, un traversier d'une capacité de 120 voitures et de 360 passagers. Il est utilisé pour une traversée de 5,7 km qui prend 20 minutes et il se recharge en 10 minutes entre les traversées. Du côté du Canada, on a la société BC Ferries qui dessert la Colombie-Britannique et qui opère de nombreuses lignes de traversiers qui relient les petites îles autour de l'île de Vancouver. Ils ont commencé à se doter de traversiers hybrides électriques en 2020 avec les traversiers de la classe Island. La société a choisi les traversiers hybrides électriques qui ont la capacité de pouvoir être opérés de façon électrique à 100%. Les navires sont équipés d'un moteur diesel pour permettre d'être utilisés même si la recharge n'est pas disponible à clé. Le plan de BC Ferries est d'avoir des installations de recharge au point d'embarquement, ce qui va permettre d'avoir des navires qui peuvent ainsi opérer en mode électrique à 100% en se rechargeant aux arrêts. Actuellement, les installations de BC Ferries ne permettent pas une opération totale en mode électrique, mais ils travaillent actuellement avec la société BC Hydro, l'équivalent d'Hydro-Québec en Colombie-Britannique, pour installer des stations de recharge rapide aux différents quais qu'elles utilisent pour ces nouveaux navires. Le terminal de Nanaimo est en voie d'être électrifié pour l'été 2026 et 3 autres terminaux devraient être complétés au début de l'année 2027. Actuellement, BC Ferries a déjà 6 navires de la classe Island en opération et 4 sont actuellement en construction pour une mise en service prévue d'ici 2027. Le 7e navire a d'ailleurs été mis à l'eau le 22 mai dernier sur le Danube à Galați en Roumanie et sa construction sera bientôt complétée. Des 4 navires restants, BC Ferries prévoit en prendre possession de 2 au printemps 2026 et de 2 autres à l'automne 2026. Ces 4 derniers navires entreront en service en 2027. C'est le chantier maritime Damen Shipyards Group qui a obtenu le contrat pour construire les navires. La société est basée aux Pays-Bas et les navires sont construits à leurs installations situées en Roumanie. Il est à noter qu'aucune compagnie canadienne n'avait soumissionné pour construire les traversiers hybrides électriques de BC Ferries. Les navires de la classe Island ont une capacité de 47 véhicules et de 390 passagers. Les 4 derniers navires actuellement en construction seront identiques aux 6 navires déjà en service, mais ils auront une capacité de batterie et des équipements de branchement pour la recharge améliorés. BC Ferries prévoit utiliser ces nouveaux traversiers en mode 100% électrique en utilisant le réseau électrique de BC Hydro qui permettra la recharge des navires lorsque ces derniers seront à quai.
BC Ferries a décidé d'opter pour des navires hybrides avec moteur diesel plutôt que 100% électrique afin d'avoir plus de flexibilité dans ses opérations, puisque les navires peuvent aussi être utilisés sur des routes où les infrastructures de recharge ne sont pas disponibles. Au niveau du Québec, la Société des traversiers du Québec a annoncé en 2023 qu'elle lançait un projet d'acquisition de 3 traversiers électriques rechargeables. Cette année, il y a eu plus de précisions sur ces futurs navires et on parle plutôt de traversiers hybrides diesel électriques rechargeables afin que ces navires puissent être utilisés en relève sur des routes où les infrastructures de recharge seraient absentes. Ces navires sont destinés aux traverses de l'île aux Coudres et de Sorel-Tracy. La livraison du premier navire est prévue pour 2029. La Société des traversiers du Québec estime que seulement pour la traverse de Sorel-Tracy, ce projet permettra de réduire annuellement les émissions d'environ 4450 tonnes de CO2, soit l'équivalent du retrait d'environ 1000 voitures à essence de sur nos routes. Il est à noter que la Société des traversiers du Québec dispose déjà d'un navire diesel électrique rechargeable, le NM Peter Fraser, en opération à la traverse de l'île Verte. Lorsqu'il a été mis en service en 2013, il était le premier de ce type en Amérique du Nord. Construit au chantier naval Forion de Gaspé, le navire a une capacité de 12 voitures et 70 passagers et il peut fonctionner en mode 100% électrique. C'est tout pour moi cette semaine et on se reparle prochainement car il n'y a pas juste des voitures. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode, ou cette deuxième joute, devrais-je dire, de l'Electro-Mobili Quiz, un quiz de type génie en herbe, mais dont les questions sont uniquement orientées vers votre connaissance du monde des voitures électriques, de l'électromobilité et de tout son écosystème en général. C'est une belle initiative de l'Association des véhicules électriques du Québec et de Silence on roule, de façon à pouvoir là, un peu donner de l'information, faire connaître des faits sur les voitures électriques, mais d'une façon peut-être un peu plus ludique. Donc, j'ai à distance des participants que je vais vous présenter dans quelques instants qui jouent avec nous à ce jeu, mais pour m'accompagner, pour m'assister dans la démarche, le seul et l'unique Michael Langlois de l'AVEC. Bonjour, Michael. Bonjour, Martin. Michael, tu vas être mon bras droit, finalement? Oui, effectivement. Je vais m'assurer que les réponses sont bonnes et que les points sont bien comptés. Les points, oui, c'est important. Respecter le tout. Je vous le dis, on compte les points, évidemment. Il va y avoir un gagnant. Mais c'est un peu comme à l'école des fans dans le temps. Tout le monde gagne à la fin. Tout le monde va gagner un petit quelque chose. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le but, c'est d'avoir du plaisir tout en s'instruisant sur le monde de la voiture électrique. Donc, Michael, tu es notre juge. Tu vas t'assurer que tout roule rondement. Je vais poser à mes concurrents plusieurs questions. Certaines questions, les premières vont valoir 1 point. Par la suite, on va avoir des questions à 2 points. Vers la fin, des questions plus difficiles à 3 points. Plus c'est compliqué, plus ça vaut de points. Je vais toujours vous dire le nombre de points pour chacune des questions, donc ne vous en faites pas. Il y aura, à un moment donné,
une question spéciale, la question de l'Association des véhicules électriques du Québec. Cette question-là, c'est une question de 2 points, mais elle a comme particularité que si la personne qui répond à la question et répond bien à la question est un membre or ou platine de l'AVEC, cette personne aura le droit à 2 points supplémentaires. Il faut la récompenser pour le fait qu'elle encourage l'association, Michael. Bien sûr. Hein, bien sûr. L'inverse serait triste. Donc, en temps et lieu, là, en fonction de qui répond, on pourra vous dire si on a un gagnant qui se mérite 2 ou 2 plus 2 points supplémentaires, donc 4 points pour la bonne question. Je vais poser des questions. Vous devez attendre la fin de la question avant de peser sur votre buzzer. Mes concurrents ont tous et chacun un petit buzzer à distance. Donc, vous allez pouvoir peser sur La dernière fois, d'ailleurs, on s'interrogeait sur la francisation du mot buzzer. Je ne sais pas comment j'avais le mot témoin dans la tête, mais c'est pas un témoin, c'est plus une lumière qui allume. Donc, un bouton pressoir. La traduction n'était pas très satisfaisante. On avait gardé buzzer. On avait gardé buzzer. Bon, on va dire buzzer, mais ça me fatigue. Je vais essayer de trouver... Au pire, on l'inventera, le mot, mais on va trouver un mot qui est plus francophone que buzzer. Mais l'important, c'est que mes 3 concurrents ont ce bouton-là chez eux. Ils vont peser dessus. Et évidemment, moi, ici, je vois lequel est le plus rapide. Messieurs, on va faire un petit test. Donc, dans quelques instants, je vais vous demander de peser tous et chacun sur votre buzzer. Allez-y. Voilà, ça marche très bien. Les 3 ont pesé et on a pu voir la vitesse et qui pesait en premier. Donc, pour nos gagnants, simplement dire ce qui seront les prix. Le gagnant, celui qui a le plus de points à la fin, gagnera 1 an de membership à l'AVEC. S'il est déjà membre, c'est 1 an supplémentaire. Donc, on va rajouter 1 an de membership à son membership actuel. Ensuite, le gagnant pourra aussi choisir entre une tuque et une casquette de l'AVEC ou encore un livre de Daniel Breton. Donc, à son membership d'1 an s'ajoute l'un des choix suivants, une tuque, une casquette de l'AVEC ou encore le livre de Daniel Breton. Les autres concurrents vont se mériter une tuque de l'association ainsi qu'un autocollant de Silence on roule. Donc maintenant, sans plus tarder, nos 3 participants. Le premier, Marc Lalancette. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, un électromobiliste depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et on a conduit combien de voitures électriques différentes? Vous avez possédé combien de voitures électriques différentes pendant ces 6 années-là? Le deuxième modèle, le premier modèle est un Niro. Oui. Et de 2019. Puis j'ai une EV6 maintenant. Oh, ben, comme on dit, c'est une promotion. Une promotion. Oui. C'est très intéressant. Ben, bienvenue, puis merci de participer avec nous. On a également Daniel Desjardins. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. Électromobiliste depuis combien de temps? Depuis 2017, donc 8 ans. 8 ans, quand même. On a des vétérans avec nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on conduit, Daniel? Actuellement, c'est une Tesla Model 3 2025. Excellent. Avant ça, on a eu une Tesla Model 3 2019. Et puis, on a eu une Leaf 2015 pendant 2 ans. Oh, parfait, parfait. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Stéphane Bédard. Bonjour, Stéphane. Salut. Oui. Toi aussi, ça fait longtemps, Daniel. Stéphane, pardon. 2012, mais ça, c'était grâce à Communauto. C'était, je sais pas, Communauto, je mets un dépôt de 500 $, ça me donne accès à quelques véhicules électriques. Et j'ai justement pu essayer les Nissan Leaf pendant quelques temps avant d'en avoir une en 2017. OK, donc tu conduis toujours une Nissan Leaf de ton côté? Oui, ben, c'est une 2014, elle tient le coup. Ben, c'est excellent. C'est bon. Comme on dit, c'est dans les petits pots les meilleurs onguents. C'est comme ça qu'on dit ça. Puis il y a plein de gens qui ont encore des Leafs sur la route, puis ça leur donne de bons et loyaux services encore. Tout est question d'avoir une voiture qui est adaptée à nos besoins. Donc, messieurs, merci d'être là. On va commencer tout de suite en y allant avec les premières questions. Donc, ces premières questions-là sont des questions qui vont valoir 1 point. Donc, 1 point par bonne réponse. Donc, je vous pose la première question. Nommez-moi au moins 3 réseaux de recharge au Québec. Stéphane. Circuit électrique, ChargePoint, puis le chose de Volkswagen, Electrified Canada. Ouh, on a passé proche, ça a passé proche, Stéphane. Un peu plus que ça buzzait pour dire que c'était trop long, mais la réponse est
accepté, c'est une bonne réponse. Donc, on aurait pu accepter d'autres réseaux aussi, là, Couche-Tard maintenant, ou Circle Key, Énergie RL qui ont un réseau dans la région du Saguenay, Flow, etc. Donc, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus. Et c'est bien ainsi, ça donne de la diversité, de la concurrence puis plus de choix pour les électromobilistes. On va y aller maintenant avec une deuxième question qui va encore une fois valoir 1 point. Comment s'appelle l'unité d'énergie qui sert ou qui indique, entre autres, la capacité de la batterie d'une voiture? Marc a répondu en premier. Kilowattheure. Le kilowattheure. Et c'est une bonne réponse. Le kilowattheure ou le wattheure. Le kilowattheure, ça veut dire des milliers de wattheures. En fait, c'est un peu une question piège parce qu'on le répète souvent ici et plusieurs le répètent. Il y a beaucoup de confusion entre le kilowatt et le kilowattheure. Le kilowattheure est bel et bien une quantité d'énergie, donc ça mesure ce qu'on peut emmagasiner en termes de capacité d'énergie dans une batterie, par exemple, alors que le kilowatt, lui, est une unité de puissance, donc c'est plutôt un indicateur de la force avec laquelle on va emmagasiner. Évidemment, plus il y a de force, plus ça va aller vite, là, forcément. Donc, la bonne réponse ici, puisqu'on demandait une capacité d'énergie, c'était bel et bien le kilowattheure. Félicitations pour la bonne réponse. On va maintenant y aller avec une troisième question, toujours pour 1 point. Quel est le principal type de batterie utilisé dans les véhicules électriques modernes? Marc. Le principal, c'est LFP. LFP, c'est le nouveau. Je ne peux pas accepter. Alors, c'est pas LFP. Je vais y aller avec la deuxième personne qui avait répondu, qui était Stéphane. Lithium-ion. La batterie lithium-ion, c'est une bonne réponse. Et bien là, évidemment, LFP, dans ta réponse initiale, là, oui, LFP, c'est un type c'est une catégorie, je dirais une sous-catégorie des batteries lithium-ion. Les batteries lithium-ion sont effectivement le type de batterie utilisé dans la quasi-totalité des véhicules électriques modernes pour un paquet de raisons, mais entre autres la quantité d'énergie qu'on est capable d'emmagasiner dans une surface suffisamment petite. Je vous rappelle que le défi de la voiture électrique, ça a toujours été d'être capable de donner de l'autonomie au véhicule avec une taille de batterie raisonnable. Mais il y a plusieurs déclinaisons, je devrais dire, de ces batteries lithium-ion-là. Il y a les batteries NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, qui ont pour avantage d'avoir un bon équilibre entre l'énergie, la puissance et la durée de vie, mais par contre, sont dépendantes du cobalt, qui a un certain coût éthique, disons. Là, on essaie de se débarrasser le plus possible du cobalt. Donc, c'est une technologie de batterie qui, à plus ou moins long terme, risque fort de disparaître. Il y a effectivement les LFP qui a été mentionné, donc lithium fer phosphate, qu'on retrouve entre autres dans les BYD, les Tesla, et de plus en plus de véhicules vont arriver avec ces batteries-là. Ils ont l'avantage d'avoir une sécurité élevée, donc moins de risque d'emballement thermique, une durée de vie très longue aussi, puis un faible coût de fabrication. Mais l'inconvénient, une densité énergétique un peu plus faible, puis un fonctionnement un peu moins facile par température plus froide, disons ça comme ça. Il y a également les technologies NCA, nickel, cobalt, aluminium, qui ont une haute densité d'énergie puis une longue durée de vie, mais qui coûtent cher et sont moins stables thermiquement. Et on entend de plus en plus parler de sous-catégories également comme lithium, cobalt, oxyde et plein d'autres variétés. Et on s'attend à ce que d'ici quelques années, il y ait un changement majeur de technologie pour s'en aller là, plus vers des batteries avec des électrolytes solides qui va donner une toute autre couleur ou d'autres capacités beaucoup plus performantes là, aux batteries de véhicules et donner probablement un second souffle. LFP, il y en a-t-il beaucoup en Chine? Oui, il y en a évidemment, étant donné que BYD utilise beaucoup de LFP, il y en a beaucoup en Chine, oui. puis il y en a beaucoup ici aussi, de plus en plus. Les Tesla, certains modèles de Tesla les utilisent. Évidemment, l'entrée des batteries LFP par ici est vraiment là, sujet à ce qui se passe avec la politique américaine actuellement, puis les embargos sur tout ce qui vient de la Chine, mais on peut penser, en tout cas, je devrais dire l'industrie s'orientait vraiment très fortement vers le LFP. Il y a encore 1 an ou 2, là, presque tous les manufacturiers parlaient de s'en aller vers là pour les véhicules électriques. Donc,
on sent que c'est et ça sera populaire. Avant d'aller plus loin, mon grand argentier, est-ce que je peux te demander de nous faire une petite lecture expressive des points? Donc aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup d'émotions là-dedans. Donc on a Stéphane qui a 2 points présentement, qui a pris l'avance, suivi de Marc avec 1 point et Daniel qui ne s'est pas encore affiché au tableau. Oh, mais Daniel ne perd rien pour attendre. Je suis certain que ça s'en vient. Donc, on va y aller tout de suite avec une autre question qui va valoir 1 point. Quel était le principal problème des voitures électriques au début du 20e siècle? Daniel. Elles étaient lourdes et peu denses en termes d'énergie. Je vais accepter la réponse. Effectivement, il était lourd, oui, mais je pense que le peu dense en quantité d'énergie est vraiment la bonne réponse ici, parce que si on avait des batteries très, très denses en énergie, on pourrait combattre le fait qu'elles soient lourdes. On sait qu'on a des Hummer électriques maintenant, puis des véhicules qui sont relativement lourds. L'autonomie était forcément, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de densité, très limitée. Puis je rajouterais aussi qu'à cette époque-là, l'approvisionnement en énergie était plus difficile au niveau de l'électricité. C'était pas répandu dans toutes les maisons au début du 20e siècle, alors que le pétrole, lui, était plus facile à transporter, était considéré à l'époque comme une technologie un peu plus innovante ou un peu plus performante, quoi que l'on puisse en penser aujourd'hui. Donc, je vais maintenant vous poser une question qui va valoir 2 points. Donc, on tombe maintenant dans la catégorie des questions de 2 points. Et la question est la suivante. Comment s'appelle la nouvelle technologie de batterie à bloc modulaire utilisée dans les voitures GM depuis environ 2 ans? Daniel. Ultium. Ultium, c'est la bonne réponse. Donc, c'est un nom... c'est un nom de commerce, hein? C'est une marque déposée. Là. C'est pas Ultium, c'est pas une technologie comme telle, mais c'est une façon de concevoir les batteries sous forme modulaire. Et en fonction du véhicule dans lequel on va les utiliser, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 6, 8 blocs de batteries pour avoir des capacités plus grandes, avec la capacité également de brancher ces batteries-là autant en série qu'en parallèle. Donc, quand on les place en parallèle, on est capable d'avoir plus d'énergie, donc ça va durer plus longtemps, alors que quand on les place en série, ça donne pas plus d'énergie, mais ça donne plus de tension électrique, plus de voltage. Donc, si on met 2 blocs de 400 volts en série, on se ramasse avec du 800 volts, ce qui fait qu'avec les mêmes blocs modulaires de batterie, Chevrolet, GM est capable de faire des batteries qui sont dans les 300-400 volts, par exemple, pour les plus petites voitures, comme le Blazer, l'Equinox, etc. Mais quand on les met dans un Silverado, on est capable de prendre les batteries, les déconnecter en parallèle, les mettre en série pour faire 800 volts et permettre au véhicule de charger avec une infrastructure 800 volts, ce qui permet une recharge beaucoup plus rapide. Donc, c'est très versatile comme façon. C'est un peu comme des blocs Lego de batterie, puis on est capable de jouer avec comme on veut. Très intéressant et intelligent comme façon de faire. Donc, on va tout de suite poursuivre avec une autre question qui va valoir encore une fois 2 points. Nommez 3 modèles de voitures électriques développés par Kia et disponibles au Québec. Marc. EV6, EV9, EV3. Le V3 est-elle disponible au Québec? Pas encore. Je suis obligé d'y aller avec Daniel. Kia EV9, EV6 et Niro. Bonne réponse. Le Niro est effectivement un véhicule. On aurait accepté également la Soul. Hein? On l'oublie, mais la Kia Soul est là depuis un petit bout de temps quand même. La EV3, c'est pas une mauvaise réponse en soi, dans le sens où oui, ça existe, mais comme bien des modèles de bien des manufacturiers, souvent les petits modèles, pour une raison qu'on ignore, on les a pas ici. Hein? Donc, on aimerait bien ça l'avoir. Ça viendra peut-être. Mais malheureusement, je ne pouvais pas accepter la réponse. Donc, la prochaine question sera la question de l'Association des véhicules électriques du Québec pour 2 points. Et 2 points bonus seront donnés si la personne qui répond la bonne réponse est membre or ou platine de l'AVEQ.
Quelles sont les particularités d'un membership platine à l'AVEC? Daniel. Platine, OK. Ben, c'est la même chose que or, mais en plus, on peut avoir comment qu'il l'appelle, une espèce de mentor expérimenté. Exactement. D'accompagner. Tout à fait. Donc, vous avez, en plus d'être membre hors de l'AVEC, quand vous êtes platine, vous avez la chance d'être épaulé par un mentor qui va vous être assigné, qui va vous aider, que ce soit avant, pendant ou après l'achat de votre véhicule électrique, pour vous assurer que vous posez les bonnes questions, qu'on vous donne les bonnes réponses, que vous faites le bon choix adapté pour vous, puis ensuite que vous comprenez bien comment fonctionne le véhicule que vous venez d'acquérir. Donc, c'est un membership très prisé, particulièrement par les gens qui se connaissent un peu moins puis qui veulent être certains de ne pas faire de gaffe. Là, hein. Quand on achète un véhicule électrique, c'est un véhicule qui coûte quand même pas mal de sous et on veut être sûr là, qu'on ne fait pas de gaffe. Donc, je pense que ça vaut amplement la différence de prix pour le membership platine de l'AVEC. Donc, la réponse a été donnée par Daniel Desjardins qui, Michael, je pense, est membre... en effet, enfin, oui, est membre hors. Membre hors de l'AVEC. Donc, ça, évidemment, comme on l'a dit, 2 points pour la bonne réponse et un 2 points bonus parce qu'il est membre hors de l'AVEC. Félicitations pour cette excellente réponse. On va poursuivre tout de suite maintenant avec une autre question qui va valoir 2 points. Donc, la question est la suivante. En quelle année la première voiture hybride moderne, la Toyota Prius, a-t-elle été lancée? Daniel. Je pense que c'était 1999. Mauvaise réponse. Droit de réplique à Stéphane. 1998. Mauvaise réponse. La réponse, malheureusement, on ne pourra pas donner de points à personne. La réponse, c'était 1997. Vous étiez pas loin, personne. Hein? C'était très proche. Donc, on va continuer maintenant avec une autre question qui va valoir 2 points. Donc, la question. Quelle est la durée de vie moyenne d'une batterie de voiture électrique en kilomètres? Daniel, encore une fois. Daniel est rapide. 300 000. La réponse est acceptée. Tout dépendant des manufacturiers de véhicules électriques, les premiers, au tout début, là, on parlait de 200 000 km. Maintenant, on est plus entre 300 000 à 500 000 km en fonction des manufacturiers. Ça, c'est la durée de vie estimée, généralement, qui est couverte par des garanties. Mais on sait maintenant que beaucoup de véhicules électriques ont des batteries qui durent depuis beaucoup plus longtemps que ça et fonctionnent encore. Mais c'est la durée de vie moyenne qui est prétendue par les fabricants des batteries. Est-ce qu'on peut avoir une petite lecture expressive des points, monsieur? Bien sûr. Alors, Daniel a appuyé sur le champignon et a scoré dans la zone payante. Il est maintenant à 11 points. Stéphane en a 2 et Marc en a 1. Alors, félicitations, messieurs. On lâche pas et on va encore vous poser une question à 2 points. La question est la suivante. Quel est le nom du connecteur standard utilisé en Europe pour la recharge des voitures électriques? Stéphane. CCS. Combine. Ben, j'accepte CCS, mais il manque quelque chose. OK, ça serait le 2 en Europe, si je me souviens bien. OK. Bonne réponse, Stéphane. C'est effectivement le CCS de type 2. On sait qu'ici, en Amérique du Nord, on a le connecteur CCS de type 1 qu'on utilise. Il est utilisé en Amérique du Nord et en Corée, généralement, celui de type 1. Donc, c'est une partie supérieure du connecteur qui est le J1772, qu'on connaît bien, puis une partie inférieure avec 2 grosses broches là, pour le courant continu, pour la recharge rapide. Et en Europe, ben, on a le CCS de type 2. La partie supérieure du connecteur, c'est lui qui est pour le courant alternatif. Là, et la partie inférieure est identique. C'est 2 broches de courant continu, mais qui est identique. Donc, la forme du connecteur est un peu différente. C'est des choix technologiques, tout simplement, ce qui fait que les voitures qui sont vendues là-bas n'ont pas les mêmes prises qu'ici. Mais on peut s'attendre à ce que, comme un peu partout, le NACS, là, tranquillement, pas vite, va commencer à faire sa place et à devenir le grand standard un peu partout.
Donc, on va pouvoir y aller avec une dernière question qui vaut 2 points. Ensuite, on va tomber dans les questions à 3 points. Donc, la question est la suivante. Quel est le nom de la petite voiture citadine électrique développée par Renault? Marc. La Renault 5. Mauvaise réponse, droit de réplique à Daniel. La Zoé. Bonne réponse, la Zoé, un véhicule hyper populaire. Je dirais que c'est l'équivalent peut-être de la Nissan Leaf ici. Là. C'est la petite voiture, pas trop chère, qui va bien, qui est adaptée là, au mode de vie très urbain qu'on rencontre par exemple à Paris ou dans ces coins-là. Donc, c'est une voiture qui a eu un super beau succès. Maintenant, pour une question à 3 points, et on reste dans le monde de Renault. En quelle année Renault a-t-il lancé la Zoé? Daniel. On va dire 2014. Mauvaise réponse, droit de réplique à Marc. 2012. Bonne réponse, 2012. C'est en 2012 que la Zoé a fait son entrée sur le marché européen, particulièrement le marché français, et le succès est toujours là, quoique maintenant, il y a beaucoup d'alternatives qui font en sorte qu'elle représente une part de marché beaucoup moins grande là, que ce que c'était il y a quelques années. Un peu comme la Leaf ou la Volt ici, qui était très populaire il y a quelques années et qui se sont fait détrôner en volume par les nouveaux modèles plus attrayants. Attention, maintenant, on y va avec une dernière question qui va compter pour 3 points. Dans quel pays a été fabriquée la toute première voiture électrique au 19e siècle? Marc. En Allemagne. Mauvaise réponse, droit de réplique à Daniel. États-Unis. Mauvaise réponse, droit de réplique à Stéphane. France. Mauvaise réponse, c'est en Écosse. Robert Anderson. Ah, c'est quand même, c'est fascinant, on ne sait pas ça. Donc, c'est une des premières voitures, en fait, la première voiture électrique, elle était très petite, en fait, là, c'était plus un buggy qu'une voiture, mais c'est la première fois qu'on avait un véhicule avec des roues qu'une batterie pouvait faire avancer. À l'époque, ce n'était pas des batteries rechargeables sur cette voiture-là. Là, on mettait des batteries, puis une fois la batterie épuisée, on devait changer la batterie si on voulait faire un autre bout de distance. Mais c'est la première fois que dans l'histoire est recensé le fait d'avoir un véhicule qui se déplace à l'électricité. Ceci met fin à notre quiz. Grand Argentier, est-ce qu'on peut avoir une idée du pointage final? Oui, alors on a un ex-aequo au 2e et 3e rang. Donc Marc et Stéphane avec 4 points, mais c'est Daniel qui a devancé tout le monde avec 13 points. Félicitations, Marc. Félicitations. Belle réussite. Daniel, très belle réalisation. Merci d'avoir participé. Et comme on a dit tantôt, en tant que gagnant, tu te mérites une prolongation d'1 an de ton membership avec. Tu vas également pouvoir recevoir là, ta tuque ou ta casquette de l'AVEC ou un livre de Daniel Breton à ton choix. Je vais t'écrire pour te demander ce que tu veux, puis ça va être expédié directement chez toi. Les 2 autres participants, je vous rappelle que vous allez vous mériter une magnifique casquette de l'Association des véhicules électriques du Québec, ainsi qu'un autocollant à l'effigie de Silence on roule. Donc, merci à vous 3, mes très chers participants. Michael, merci à toi d'avoir participé. Merci à l'association. Merci, Martin. Toujours une belle collaboration. On se retrouve dans quelques semaines, en fait, après l'été, là, puis il y aura une joute numéro 3 de l'Electro Mobili Quiz. Donc, à tout le monde, merci d'avoir participé et à la prochaine!
C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. En hiver, quand on monte à bord d'un véhicule électrique, on remarque souvent un détail frappant. La chaleur arrive presque instantanément. Pas besoin d'attendre que le moteur chauffe. Le pare-brise se dégivre, l'habitacle se réchauffe en quelques minutes, sans même avoir besoin de rouler. Mais comment est-ce possible? Et pourquoi ce n'est pas le cas avec un véhicule à essence? Derrière ce confort se cache une technologie que l'on appelle la gestion thermique et qui est bien plus avancée que celle des véhicules à essence. Aujourd'hui, je vous explique comment ça fonctionne, pourquoi c'est un vrai atout et en quoi les véhicules à combustion interne montrent rapidement leurs limites sur ce plan. Quand on parle de gestion thermique en voiture, on pense souvent simplement au chauffage ou à la climatisation de l'habitacle. Pourtant, sous le capot, c'est beaucoup plus complexe que ça. Prenons d'abord l'exemple des véhicules à combustion interne, les fameuses voitures à essence ou au diesel. Leur moteur génère beaucoup de chaleur. Ils brûlent du carburant, montent à des températures extrêmes, parfois supérieures à 100 degrés Celsius. Pour éviter la surchauffe, ces voitures ont un système simple, un circuit de liquide de refroidissement, un radiateur qui favorise l'échange thermique, un thermostat et un ventilateur qui s'active au besoin. Même si de l'électronique de contrôle a été ajoutée au fil des années, ce sont essentiellement les mêmes composants depuis presque un siècle. Pour l'habitacle, on récupère tout simplement la chaleur du moteur pour chauffer l'intérieur. Ça paraît efficace, mais en hiver, vous savez bien qu'il faut attendre plusieurs minutes avant d'avoir chaud, le temps que le moteur atteigne sa température de fonctionnement. Et pour refroidir l'habitacle en été, c'est là qu'entre en jeu la climatisation, qui utilise un compresseur. Pourquoi un compresseur? Parce que pour produire de l'air froid, on doit comprimer un fluide réfrigérant pour le détendre. Ce processus absorbe la chaleur ambiante, ce qui permet de rafraîchir l'air soufflé dans l'habitacle. Ce compresseur est mécaniquement entraîné par le moteur grâce à une courroie reliée au vilebrequin. Voilà pourquoi la climatisation des véhicules à essence fonctionne souvent moins bien au ralenti. Le moteur tourne lentement, le compresseur tourne aussi lentement, réduisant la capacité de refroidissement. Et comble de malchance, dans les embouteillages ou au ralenti, le moteur d'une voiture à combustion interne chauffe davantage puisqu'il y a moins d'échange d'air. Bref, vous l'aurez compris, tout ceci n'est pas optimum et la technologie est rustique. Passons maintenant à la voiture électrique. Là, tout change radicalement. Le confort thermique en particulier est immédiat, précis et intelligent. En hiver, le chauffage est instantané. En été, la climatisation est constante, même lorsque le véhicule est à l'arrêt. Tout cela grâce à un compresseur électrique indépendant du moteur qui alimente une thermopompe capable de produire du chaud ou du froid à la demande. Plutôt que d'avoir un seul circuit thermique comme dans les voitures à essence, le véhicule électrique dispose de plusieurs boucles interconnectées, une pour l'habitacle, une pour la batterie, une pour l'électronique et une pour les moteurs.
Ce réseau de circulation thermique est piloté par un système intelligent qui priorise le confort du conducteur tout en gérant la température des composants internes selon les besoins. En hiver, par exemple, la thermopompe peut récupérer la chaleur produite par l'électronique de puissance pour chauffer la cabine. En été, elle permet de refroidir efficacement l'habitacle, mais aussi la batterie sans jamais sacrifier le confort. Ce compresseur électrique peut tourner exactement à la vitesse optimale, peu importe que la voiture roule ou soit à l'arrêt. Bien sûr, la batterie est aussi concernée. Elle est sensible aux écarts de température. Trop chaude, elle perd en durée de vie. Trop froide, elle perd en efficacité. C'est pourquoi le système thermique veille aussi à la maintenir dans une plage optimale, notamment avant les charges rapides ou lors de longs trajets. Alors pourquoi est-ce important? Parce qu'au-delà de la technologie, c'est vous qui en profitez. Confort immédiat, climatisation stable, chauffage sans délai, même à distance avec une application. Et tout cela s'ajoute à une efficacité énergétique largement supérieure. En comparaison, le véhicule à essence montre ses limites. La dépendance du régime moteur pour la climatisation, chauffage lent en hiver, fluctuation de température en ville et gestion thermique rigide. La voiture électrique, elle, est un véritable chef d'orchestre thermique. Elle sait quand chauffer, quand refroidir et comment le faire intelligemment en étant pilotable à distance. C'est là, dans cette gestion invisible mais essentielle, que la voiture électrique révèle l'ampleur de son avance technologique et ses fonctionnalités avancées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. Imaginez, nous sommes en 1899. Les rues de New York fourmillent de chevaux, de charrettes et de piétons. Et d'étranges véhicules, sans attelage, qui avancent en silence, propulsés par une force invisible. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des voitures électriques. Oui, vous avez bien entendu, à la toute fin du 19e siècle, les premières voitures électriques roulent déjà. Et à cette époque, elles sont plus populaires que les voitures à essence. C'est qu'aux États-Unis, en 1900, environ 40% des véhicules étaient à vapeur, 38% à l'électricité et seulement 22% à l'essence. Pourquoi l'électrique plaisait tant? Simple, pas besoin de manivelle pour démarrer, pas d'odeur, pas de bruit, on appuie sur un bouton et ça roule, doucement, mais sûrement. La voiture électrique est parfaite pour la ville. Silencieuse, propre et facile à conduire. L'une des premières vedettes du genre, c'est la Columbia Electric Runabout, capable d'atteindre 25 km/h. Une belle performance pour l'époque. Et l'autonomie, environ 60 à 80 km, selon le modèle. Les voitures électriques sont surtout prisées par les femmes, parce qu'elles sont jugées plus simples à utiliser et plus élégantes. Un argument marketing déjà bien rodé. Alors pourquoi ont-elles disparu? Eh bien, au fil des années 1910, 3 révolutions changent tout. Premièrement, l'invention du démarreur électrique par Cadillac. L'un des plus gros avantages des voitures électriques, l'absence de manivelle. 2. La découverte de vastes gisements de pétrole au Texas, rendant l'essence beaucoup moins chère. Et 3. La production de masse de la Model T par Henry Ford. Grâce à la chaîne d'assemblage, une voiture à essence devient soudainement beaucoup plus abordable. Résultat, l'électrique recule, lentement mais sûrement. En 1930, il ne reste presque plus de véhicules électriques sur les routes. Elles deviennent une note de bas de page dans l'histoire automobile.
Pourtant, elles ont laissé un héritage. L'idée que la mobilité pouvait être propre, silencieuse et accessible. Et tout ça existait déjà il y a plus de 120 ans. Aujourd'hui, en voyant une voiture électrique passer en silence, on ne pense pas toujours aux pionniers de la Columbia ou de la Detroit Electric. Et pourtant, c'est un retour aux sources. L'histoire des voitures électriques n'a pas commencé avec Elon Musk. Elle a commencé avec les inventeurs du 19e siècle. Passionnés, ingénieux et un brin visionnaire. Comme quoi, parfois, pour aller de l'avant, il faut regarder en arrière. C'était Retour dans le rétro, une capsule spéciale du podcast Silence on roule. Si vous avez aimé ce petit voyage dans le temps, abonnez-vous et partagez autour de vous. Notre prochaine escale, l'énigmatique AV1 de GM. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. La tournée Plug and Drive, l'ancienne Lorette, du 26 juin au 13 juillet. Donc, une présentation de Napa Autopro Next Drive. Le tout aura lieu au centre d'inspection automobile de CAA Québec, au 1733 route de l'aéroport à l'ancienne Lorette. Pour vous inscrire, toutes les informations sont sur le site de l'AVEC dans la section du calendrier en ligne. Ensuite, l'AVEC se recharge au festival Chasse-Galerie de l'Épiphanie. C'est le 12 juillet de 10h à 16h au centre Guy Melançon, 68 rue Amirault. Et pour ce qui est des conférences, une seule conférence à venir pour le moment que j'aurai la chance de donner à la bibliothèque Léo Le Cavalier à La Prairie. C'est le 29 octobre prochain à 19h. Toutes les informations auprès de la bibliothèque de La Prairie. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Stéphane Bédard, Daniel Desjardins, Marc Lalancette, Philippe Corbeil et Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault, chroniqueur Stéphane Daou, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et l'information générale sur les voitures électriques se retrouve au www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au www.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.